Je n'aurais jamais pensé qu'un appel de 2 minutes puisse changer le reste de ma vie. C'était un mardi, le soleil caressait à peine les géraniums de ma fenêtre quand Pierre m'a appelé. Mon fils, mon unique fils. Je l'ai senti tendu, comme toujours quand il avait besoin de quelque chose. « Maman, tu pourrais nous envoyer 500 € cette semaine ?» Lucas a cassé son téléphone et Sophie dit que sans ça, il ne peut pas étudier. Quelle surprise! Bien sûr, mon chéri, lui ai-je dit. Je ferai le virement avant midi. Comme d'habitude, mais quand il a raccroché, il n'a pas vraiment raccroché. J'ai entendu ce bourdonnement, cette pause que fait seulement le téléphone quand l'appel reste ouvert. Et puis je l'ai entendu. D'abord le rire de Sophie, léger, moqueur. Puis la voix de Pierre, cette voix qui me berçait quand il était bébé, maintenant transformée en quelque chose d'aigre. Je te jure qu'elle est si stupide qu'elle croit encore qu'on vient de la voir par affection. Maman distributeur automatique, retrait sans limite. Les mots m'ont frappé comme une porte qui claque. Et Lucas, mon petit-fils, s'est joint sans hésiter. Tu lui donnes n'importe quelle excuse et elle sort le chéquier. La vieille vit pour se sentir utile. Ils ont ri tous les trois. Tous les trois. Je suis restée assise, le téléphone encore collé à l'oreille, sentant mon cœur se défaire lentement comme un morceau de sucre sous l'eau. Croyaient-ils vraiment que j'allais me taire? Ma main tremblait, pas de peur, mais d'un froid qui me montait depuis l'estomac. Je me suis levée doucement, comme quelqu'un qui ne veut pas réveiller un nid de vipères. Je me suis approchée de l'étagère du salon, celle où je garde les pots d'herbe avec des étiquettes écrites à la main. Tilleul, camomille, menthe. J'en ai sorti un sans savoir lequel. Je voulais me calmer, je n'ai pas pu. L'infuseur est tombé au sol avec un tintement creux, comme moi. Creuse, moi, qui avais tout donné. Tout. 30 ans à vivre dans cette maison. Chaque meuble, chaque tache sur le tapis a une histoire. Pierre a appris à marcher le long du canapé. Sophie se maquillait dans ma salle de bain avant chaque entretien. Et Lucas, mon Dieu, Lucas venait passer tous les étés entiers. Et maintenant? Je me suis approchée du bureau, j'ai sorti le dossier où je garde les reçus bancaires. Le dernier chèque que je lui avais envoyé datait d'il y a 4 jours. Pour des urgences scolaires, selon Sophie. Urgence. Et moi? Ne suis-je pas à l'urgence? Je me suis laissée tomber dans le fauteuil à bascule près de la fenêtre. Le soleil était déjà haut, brillait comme toujours, mais rien. Rien n'était plus pareil. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Les larmes sont venues plus tard. Comme un invité mal élevé qui ne prévient pas avant d'arriver. Avant de devenir le distributeur automatique familial, j'ai été bien plus. Il y a eu un temps où ma maison sentait le beurre fondu et le papier ancien. Mes journées commençaient avec du café de percolateur et le bruit d'enfants qui riaient sur le trottoir. J'étais Madame Dubois, la bibliothécaire de l'école du quartier, celle qui lisait des histoires avec une voix de théâtre et tricotait des pulls pour les bébés des institutrices. Quand Pierre était petit, il restait avec moi à la bibliothèque jusqu'à la fermeture. Il avait 6 ans quand je lui ai appris à utiliser le système de classification Dewey. 7 ans quand il m'a dit qu'il voulait être astronaute. Chaque samedi, je lui faisais des biscuits à l'avoine avec des raisins secs et je cachais des petits mots dans sa boîte à déjeuner. Je suis fière de toi. À 13 ans, il a eu une pneumonie sévère. J'ai dormi 2 semaines dans une chaise d'hôpital, lisant à voix haute les aventures de Tom Sawyer, jusqu'à ce que sa fièvre tombe. Je n'ai pas bougé une seule nuit, quand son père, mon Michel, est mort d'un infarctus à 44 ans. Je me suis retrouvée seule avec un enfant au collège, une assurance vie qui couvrait à peine l'enterrement et une hypothèque qui m'empêchait de dormir. Et pourtant, j'ai élevé Pierre. J'ai pris un second travail comme archiviste nocturne à la bibliothèque centrale. Je dormais à peine, je me maintenais avec du café et des miettes d'espoir. Quand est venu le moment de l'université, je n'ai pas hésité. J'ai vendu la bague de fiançailles de Michel, celle en or blanc avec la pierre bleue que sa grand-mère avait apportée d'Écosse. Pierre ne l'a jamais su. Il savait seulement que ses frais de scolarité étaient couverts. Et quand il a rencontré Sophie, j'ai été tout sourire. Je lui ai ouvert la porte avec un gâteau aux pêches
et je l'ai traitée comme une fille. Elle disait que sa mère était trop critique, qu'avec moi elle se sentait chez elle. Cela m'a émue. Je n'aurais jamais imaginé que des années plus tard, je l'entendrais m'appeler la vieille crédule. Quand Lucas est né, j'étais cela. J'avais pris un congé préparé des purées, bercé la fièvre et chanté des berceuses. Je ne peux pas compter les fois où j'ai reporté mes propres contrôles médicaux pour rester avec Lucas quand il était enrhumé. Ni les nuits où j'ai fait de ses gâteaux d'anniversaire pour l'école quand Sophie disait être trop fatiguée. Et oui, il y a aussi l'autre chose. Quand ils ont voulu acheter leur maison, ils ne qualifiaient pas pour le prêt. Alors moi, comme une idiote heureuse, j'ai refinancé la mienne. 40 000 €. On te les rendra en moins d'1 an, maman. C'est juste un coup de pouce initial. Ils ne m'ont rien rendu. Ni 1 euro, ni un merci. Je continuais à me dire « C'est la famille, Simone. » On donne sans attendre. Mais donner sans attendre, ce n'est pas la même chose qu'être invisible. Parfois, je m'assieds dans la cuisine, celle avec les carreaux bleus que Michel avait choisie, et je me demande quand tout a commencé à changer. Peut-être quand Sophie a cessé de m'inviter aux anniversaires et m'envoyait seulement la liste de cadeaux par message. Ou quand Lucas, à 14 ans, m'a corrigé avec dédain. On ne dit pas Nintendo, grand-mère, on dit Switch. Tu ne sais rien. Mon cœur avait encore de l'espoir, mais mon corps le savait déjà. Je le sentais dans mes mains arthritiques quand je leur cuisinais sans qu'ils s'assoient à table. Je le sentais dans mon dos en portant leur sac pendant qu'ils passaient devant moi en entrant. J'ai été mère, grand-mère, gardienne. J'ai été la colle. Et pourtant, aujourd'hui je me rends compte que j'étais la seule à essayer de maintenir les morceaux ensemble. Maintenant, la maison est trop silencieuse. Certaines matines, mais c'était essai. Je reste assise dans mon lit, écoutant le tic-tac de l'horloge murale qu'on a acheté pour notre 15e anniversaire avec Michel. Tic, tic, tic. Chaque seconde résonne comme une goutte de ce que je n'ai plus. Mon anniversaire était le mois dernier. 74 ans. Pierre n'a pas appelé. Lucas non plus. Sophie, oui, a envoyé un message. 4 mots. Bon anniversaire sans nouvelles. Comme quelqu'un qui signe une facture. Moi, j'ai quand même envoyé des cartes pour les leurs, toujours avec un billet à l'intérieur. Pour tes livres, Lucas. Pour un plaisir, Pierre. Pour un petit café, Sophie. Bien que je sache qu'ils ne les lisent même pas. Parfois, je cuisine comme avant, par habitude. J'ai fait un gâteau au citron la semaine dernière et je l'ai apporté chez eux. Encore tiède, enveloppé dans une serviette. J'ai trouvé un mot sur la porte. Nous ne sommes pas là. Laisse ce que tu veux dans la boîte aux lettres. Ce que tu veux. J'ai laissé le gâteau et je n'ai jamais su s'ils l'avaient mangé. Ils n'ont pas non plus rendu le moule. Je suis devenue une ombre qui apporte de la nourriture et s'en va. Une dame qui envoie de l'argent comme si cela achetait de l'affection. Et je me rends compte, le cœur serré, que je passe des années à essayer d'acheter de l'amour avec des chèques. Les dimanches, avant, je mettais ma plus belle blouse et j'attendais leur visite comme on attend un miracle. Maintenant, je me contente de m'habiller au cas où. Juste au cas où il sonnerait. Hélène, ma voisine, me voit depuis son jardin. Parfois, elle me salue avec sa tasse de café à la main. Je lui souris mais sans montrer les dents. Je n'ai pas honte de ma solitude, mais si de la façon dont je l'ai nourrie. J'ai un album photo sur la table du salon, ouvert juste à la page du premier jour d'école de Lucas. Moi, penché avec les mains sur ses épaules. Lui, 5 ans, avec sa boîte à déjeuner de dinosaure. Je me souviens qu'il a pleuré en entrant dans la classe. Je suis restée toute la journée dans le couloir au cas où il voudrait sortir. Maintenant, quand je lui écris, il répond seulement avec des émojis. Le silence m'a appris des choses que l'habitude cachait, comme ce moment où tu arrêtes de te demander pourquoi il ne t'appelle pas, et commences à te demander pourquoi tu continues à appeler. Je me suis habituée à manger seule. Parfois, je mets 2 couverts quand même, comme si l'acte de le faire invoquait de la compagnie. Ça ne marche pas, bien sûr, mais ça calme l'anxiété des couverts vides.
Mes nuits sont longues. Je m'assieds sur le canapé avec ma tisane de camomille, celle qui m'a toujours aidé à dormir. Parfois, je fais tourner mon alliance, déjà lâche sur mon doigt. Pas par maigreur, mais par la perte. L'amour, quand il refroidit, rétrécit aussi. Dans les tiroirs, j'ai encore des dessins de Lucas avec des crayons de couleur. Un dit « Grand-mère, je t'aime jusqu'au soleil ». Maintenant, ils ne répondent même plus à mes messages. Je pensais que si je donnais plus, ils voudraient rester. Mais il s'avère que donner sans limite enseigne seulement aux autres, à partir sans culpabilité. Maintenant je le sais, les premiers signes étaient là. Ils ont toujours été là. Seulement, moi, commencé petit, je ne voulais des fissures invisibles dans une tasse favorite. Un mot négligent, un regard fuyant, un oubli qui faisait plus mal qu'il n'aurait dû. Je me souviens d'un après-midi de mars, pas si lointain, quand Pierre m'a appelé avec une voix pressée. « Maman, j'ai besoin que tu transfères 1200 € aujourd'hui. C'est pour Lucas, il a besoin d'un ordinateur portable pour l'école. » Moi, sans questionner, j'ai dit oui. Pas parce que je ne savais pas que quelque chose n'allait pas, mais parce que mon réflexe était toujours le même. Résoudre. Mais cette même nuit, en cherchant mon portefeuille pour la carte, j'ai ouvert par erreur un message vocal transféré par Sophie. « Ne t'inquiète pas, on lui dit que c'est pour Lucas et avec ça, elle tombe dans le panneau. » Je suis restée à regarder l'écran comme si mes yeux pouvaient changer le contenu du message. Je l'ai écouté 3 fois. 3. La rage s'est assise derrière mes molaires, muette, vibrante. Mais je n'ai rien dit, ni alors, ni après. J'ai pensé que c'était peut-être un malentendu. Ce mot peut-être m'a coûté des milliers d'euros au fil des années. Un autre jour, j'étais dans la file de la banque et j'ai vu une demande Venmo. 50 € pour un dîner avec des amis de la part de Lucas. Au début, j'ai souri, j'ai pensé que c'était mignon qu'il me considère. Mais quand je lui ai écrit pour demander comment ça s'était passé, il n'a pas répondu. Ni un merci, ni un emoji. Et quand je l'ai appelé, il m'a répondu d'une voix sèche. « Grand-mère, ce n'est pas grand-chose, c'était juste quelque chose entre amis. Pourquoi tout doit être si sérieux avec toi ?» Il m'a raccroché au nez sans attendre de réponse. Une autre fois, Sophie m'a appelé en pleurant que sa mère était malade, qu'il ne savait pas comment payer une infirmière de nuit. Ça m'a retourné l'estomac parce que la mère de Sophie ne m'a jamais supportée. Une fois, Bella, elle a dit que ma maison sentait la soupe de vieux. Mais j'ai quand même transféré ce que j'ai pu. 2 semaines plus tard, je les ai vus sur Instagram. Dîner dans un restaurant cher. Lucas posait avec un plat de sushi plus grand que sa tête. La description disait « Ma reine mérite le meilleur ». Reconnaissante, vraiment. Il m'a fallu des jours pour rassembler le courage, mais un dimanche après-midi, j'ai demandé à Pierre si tout allait bien avec la mère de Sophie. Il m'a répondu sans lever les yeux de la télé. « Ah ça va mieux, maintenant. » « Ne t'inquiète pas. » Comme si j'étais un compte automatique qui n'a pas besoin d'explication. Juste de motifs vagues. J'ai commencé à tenir un registre. Pas des chiffres, je les avais déjà en ligne. Mais des attitudes. Chaque mépris, chaque excuse, chaque mot non dit qui pesait plus qu'une porte qui claque. Pierre n'appelait plus pour me raconter sa vie. Il appelait seulement quand une facture arrivait à échéance. Sophie évitait de mes yeux lors de ses réunions familiales. Lucas ne m'écrivait plus depuis l'année dernière, sauf pour les demandes de paiement. Et moi, j'étais toujours là, avec mon carnet de notes et ma foi intacte, notant chaque promesse brisée comme quelqu'un qui croit encore aux contes de fées. Ma voisine Hélène, avec son honnêteté sans vernis, m'a lâché un jour pendant qu'on taillait les rosiers. « Simone, si chaque fois que quelqu'un t'appelle, c'est pour te demander quelque chose. Quand a été la dernière fois qu'on t'a demandé comment tu allais, toi ?» Je n'ai pas su quoi répondre. Les signes étaient là. Mais on ne veut pas admettre qu'on nous utilise. C'est plus facile de penser qu'il reste encore un peu d'affection sous tout cet intérêt. Mais je ne suis plus la même femme qui faisait des biscuits pour mendier de l'attention. Je commence à voir. Et ce que je vois ne me plaît pas du tout. Le jour de la remise des diplômes de Lucas a commencé à 5 heures du matin.
Je me suis réveillée avec le chant des rouges-gorges de deux genres. Comme chaque printemps, j'ai préparé du café fort, pas le décaféiné des soirs, et j'ai vérifié pour la 5e fois la boîte du gâteau. C'était ton préféré, Red Velvet avec glaçage au fromage blanc, couvert de fraises fraîches. Je le faisais chaque année pour son anniversaire. Mais cette fois, c'était spécial. Sa remise de diplôme du lycée. J'ai conduit 2 heures, traversé 3 départements. Je me suis arrêtée dans un café pour aller aux toilettes. J'ai vérifié le gâteau à chaque virage, comme si je portais une couronne. Je suis arrivée à l'auditorium 20 minutes avant la cérémonie. Le soleil était haut et je me suis sentie bête d'avoir mis un pull. J'ai cherché leur nom sur la liste des invités. Il n'y était pas. « Ne vous inquiétez pas, madame, » a dit la jeune fille à l'entrée. « Vous pouvez vous asseoir là-bas, près de la sortie de secours. » Le dernier rang. De là, on voyait à peine les toques, mais je suis restée parce que c'est ce que font les grandes-mères. Elles restaient. Après la cérémonie, les étudiantes sont sorties comme si c'était une offrande sacrée. J'ai vu Lucas. Il était avec son groupe, se prenant en photo avec un drone, riant avec des amis. Quand je me suis approchée, son expression a changé. « Grand-mère, on ne savait pas que tu venais. » Sophie était à côté de lui. Elle a feint un sourire mais ne s'est pas donné la peine de dissimuler l'agacement. « On ne t'a pas vu sur la liste, » a-t-elle dit, comme si ça justifiait tout. « Peu importe, » ai-je murmuré. « J'ai apporté quelque chose pour toi. » Je lui ai tendu le gâteau. Il l'a regardé, l'a pris d'une seule main. « Oh merci. » Il tournait déjà les talons pour retourner avec son groupe quand je lui ai mis l'autre main sur l'épaule. « Et ceci aussi, c'est pour toi. » J'ai sorti une enveloppe blanche. À l'intérieur, il y avait un chèque de 1 000 €. Pour ce dont tu as besoin, bon cœur. Commence cette étape sans souci. Son regard s'est arrêté une seconde. « Merci, grand-mère. » Mais il l'a dit comme quelqu'un qui dit « Passe-moi le sel. » Sophie s'est approchée rapidement et a pris l'enveloppe sans dissimuler. On le mettra sur son compte aujourd'hui même. Et c'est tout. Ni une photo avec moi, ni un allons dîner ensemble. Juste un merci creux et le dos. Je les ai vus s'éloigner, enlacés entre eux, sans un regard en arrière. Je suis restée là près de la poubelle du parking, regardant d'autres grands-mères poser pour des photos, tenir des bouquets de fleurs, recevoir des câlins. Moi, il ne me restait que le moule vide du gâteau et l'écho du merci le plus froid que j'ai entendu. J'ai conduit le retour en silence. Ni radio, ni appel, juste le ronronnement de la voiture et le murmure intérieur qui commençait à changer de ton. Avant, il disait « Tiens bon, Simone, ils sont juste occupés. » Cette nuit, pour la première fois, il a dit « Ce n'est pas de l'amour, c'est de l'usage. » Je suis rentrée sous la douche avec les vêtements encore sur moi. Le eau chaude n'a pas suffi à faire fondre la glace dans ma poitrine. J'ai regardé mes mains, ces mains qui l'avaient tenues quand il avait de la fièvre, qui avaient pétri son premier pain aux bananes, qui avaient tricoté sa couverture de bébé. Et tout ça pourquoi ? Je n'ai pas pleuré. Pas cette nuit. Je me suis juste endormie avec l'alliance dans la main et l'âme en lambeaux. Cette nuit-là, j'ai réécouté l'appel. Pas par accident, pas parce que le téléphone était resté connecté. Cette fois, je l'ai cherché exprès, dans mon historique d'appels. Il était là. Pierre, 4h17 du matin. 4 minutes. J'ai reproduit l'audio. Je me suis assise dans le fauteuil à bascule et je l'ai écouté entièrement, encore une fois. « Elle a gobé !» a dit Pierre en riant. Sophie a lâché un rire nasal. La pauvre croit qu'elle compte encore. Et puis Lucas. Lucas. La vieille s'émotionne pour n'importe quoi. On lui dit « Je t'aime » et hop, elle sort un chèque. Plus de rire, comme si l'affection était un appât. Comme si j'étais une idiote collectionnant les miettes dans l'espoir qu'un jour on m'invite à table. Je l'ai repassé parce que parfois une blessure a besoin de toucher le fond pour commencer à guérir. 3e fois, Sophie, moqueuse. Il suffit de sourire et de signer l'enveloppe. Pierre, c'est plus facile que de demander un prêt. 4e fois, ma rage vibrait derrière mes molaires. J'ai frotté mon pouce arthritique, celui qui me faisait mal quand le temps changeait. Cette fois, s'il faisait mal alors qu'il faisait beau. Qu'avais-je été pour eux ?
une mère, une grand-mère, un distributeur automatique avec une voix douce. J'ai fermé les yeux et je me suis permis de tout ressentir. Le mépris, l'humiliation, la honte de m'être trompée si longtemps. J'ai vu mon reflet dans la vitre sombre de la fenêtre. Pas la Simone qui faisait des biscuits, pas celle qui lisait des histoires avec des voix, pas celle qui avait refinancé sa maison. J'ai vu une femme qui avait été invisible dans sa propre famille. Et j'ai compris d'un coup. Ce n'était pas qu'il ne m'aimait plus, c'est qu'il n'avait jamais su comment. Je me suis levée avec une clarté que je n'avais pas ressentie depuis des années. Je suis allée au tiroir du bureau, j'ai sorti un dossier bleu. Dedans, j'avais tous les justificatifs de virement, les reçus, les chèques encaissés. Les « et » avec accent aigu, 1, 2, 3 fois pour être sûr. 75 432 €, 8 ans. Plus de 9 000 par an, presque 800 par mois. Un loyer, une vie, ma retraite. Et pas d'un mot de remerciement. J'ai sorti le dossier et je l'ai posé sur la table, juste à côté de la photo de Lucas avec sa toge. Je l'ai regardé longuement, puis je l'ai retourné. Je ne voulais plus voir ce sourire faux. Pas après ce que j'avais entendu. L'enregistrement était encore disponible. J'aurais pu le transférer. J'aurais pu les confronter avec des preuves, avec la rage, avec toute la douleur contenue. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas besoin qu'ils s'excusent. J'avais juste besoin de sortir de là, de ce rôle, de cette fonction. Il était temps de devenir quelqu'un d'autre. Pas pour eux, pour moi. Je n'ai pas fait de scandale. Je n'ai pas pleuré devant eux. Je n'ai pas envoyé de messages ni lancé d'accusations. Je me suis levée ce matin-là comme toujours. Thé au citron, journal à la main, robe de chambre en coton. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose n'était plus à sa place. Ou plutôt, quelque chose s'était finalement remis en place. Je suis allée directement au meuble du couloir. J'y garde le vieux livre de contes de Michel. Il n'a jamais cessé d'être utilisé, bien que maintenant seul moi le touche. Sur une page, j'ai écrit en grandes lettres à l'encre noire. Dernier chèque. Date, hier. Montant, 1 000 €. Bénéficiaire, la déloyauté. Je l'ai fermé avec un clic qui a sonné comme un point final. Et je me suis mise en marche. D'abord, j'ai ouvert le chat familial. Celui des mèmes insipides, des listes de cadeaux et des messages vides. J'ai touché le bouton « Sortir du groupe ». Le système m'a demandé si j'étais sûre. J'ai souri. Je ne l'avais jamais été autant. Ensuite, je suis entrée dans l'application de la banque. J'avais 2 comptes joints, un avec Pierre, un autre que Sophie utilisait pour me faire des virements plus facilement. J'ai fermé les 2, puis j'ai appelé mon conseiller en personne. Je lui ai demandé de révoquer toute autorisation qui ne soit pas exclusivement mienne. J'ai mis des alertes, des clés supplémentaires, des notifications de chaque mouvement. « Désirez-vous désigner des bénéficiaires ? » « Pas encore, lui ai-je dit. D'abord, j'ai besoin de faire le ménage. J'ai coupé l'accès comme on coupe l'oxygène d'un parasite. De retour à la maison, je suis allée à la chambre d'amis, celle que j'avais décorée pour Lucas. Là, il dormait quand il n'avait pas le temps de conduire de retour. Maintenant, il ne restait qu'une couette froissée et une boîte avec de vieux magazines. J'ai ouvert la boîte. J'ai trouvé un cadre avec une photo de moi et Pierre enfant. Tous les 2 couverts de farine. Je l'ai prise dans mes mains. Un moment, j'ai pensé la garder. Mais non, je l'ai placée délicatement dans un sac en papier brun avec quelques livres que je leur avais prêtés et qu'ils n'avaient jamais rendus. J'ai porté le sac à la voiture. Je l'ai laissé sur leur perron sans sonner. Ils ne méritaient pas un mot. Déjà dans ma cuisine, j'ai préparé quelque chose de différent. Pas un dîner pour les autres. Pas un gâteau avec dédicace. Une soupe de lentilles avec du pain de maïs chaud. Seulement pour moi. Je me suis assise sur ma chaise près de la fenêtre avec mon carnet de mots croisés et j'ai pris la première bouchée avec des mains encore tremblantes. C'était de la liberté. Chaude, simple, salée. Ça avait le goût du commencement. Et pour la première fois depuis des années, je me suis endormie sans le portable sur la table de nuit. Parce que cette nuit, je n'attendais pas d'appel. Et je n'en avais pas besoin non plus. Je me suis réveillée dans un lit qui n'était pas le mien. La lampe avait une ampoule chaude de celles qui font que tout semble moins triste.
La couverture était rugueuse mais propre, et l'air sentait le chlore sec et le désinfectant. Un motel de route. Rien d'élégant, mais ça suffisait. J'étais partie sans prévenir. J'avais fermé la maison, mis quelques affaires et pris la route sans destination claire. Je savais seulement que je ne voulais pas être là où on m'avait toujours utilisé. Cette nuit, en éteignant la lumière, les larmes m'ont surprise. Ce n'était pas scandaleux. C'était un sanglot lent, poisseux, de ceux qui sortent quand on ne peut plus soutenir la façade. Était-ce tout un mensonge ? Cette question est restée en moi, tournant comme une hélice cassée. Je me suis vue à Noël, emballant des cadeaux avec du ruban doré, attendant leur arrivée qui était toujours un peu en retard. À chaque remise de diplôme, chaque rendez-vous médical, chaque boîte à déjeuner préparée avec soin. Tout ça pour des gens qui me voyaient comme une charge utile. Je me suis blottie dans le lit, serrant contre ma poitrine l'écharpe en laine que j'avais tricotée un hiver pour Lucas. Elle sentait encore l'adoucissant. Je me suis souvenue de comme il riait quand je faisais des voix de personnages, comment il me prenait la main avec ses petits doigts collants. Et je me suis demandé si tout ça avait disparu ou si simplement ça n'avait jamais compté. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je me suis réveillée avant l'aube avec les os raidis par le matelas bon marché. Je me suis préparé du café dans la petite machine du hall, ce goût de plastique que je n'ai pas voulu sucrer. J'avais un carnet dans mon sac. Michel m'avait appris que quand la tête fait mal, écrire soulage la pression. Alors j'ai écrit. Pierre m'a demandé de l'argent pour la première fois quand Lucas avait 3 ans. Sophie m'a demandé de payer la maternelle. J'ai écrit et écrit, remplissant des pages avec des chiffres, des années, des motifs. Une chronologie de l'oubli bien éduquée. Un journal de bord de comment une mère a découpé sa retraite en échange de miettes. À la fin du carnet, j'ai fait la somme. 75 432 €. Je suis restée à regarder ce chiffre. Pas pour la quantité, mais pour ce qu'il représentait. Ce n'étaient pas seulement des euros. C'était le prix de la dignité que j'avais donné, le coût de l'espoir répété, le montant exact de ce qu'il m'avait payé pour être utile mais pas aimé. Je me suis assise près de la fenêtre du motel avec mon café rance, regardant les voitures passer, et je me suis dit « Ceci ne se répète pas. Ceci se casse ici. » Parce que si une mère ne se protège pas de ceux qui disent « si, l'aimer », alors qui le fera ? Je suis rentrée chez moi 2 jours plus tard. Pas par nostalgie, pas pour une réconciliation. Je suis rentrée parce que j'avais besoin de tout voir une dernière fois avec des yeux nouveaux. Je suis entrée et le silence m'a frappée avec une froideur différente. Ce n'était plus de la solitude. C'était de la clarté. J'ai retiré mes chaussures, laissé les clés sur le compotier vide et je me suis assise à la table avec le portefeuille en cuir où je gardais les papiers importants. J'ai commencé à ranger. Reçus, chèques, virements, prêts qui n'avaient jamais été remboursés, paiements qu'ils avaient jurés. On te rembourse dès que ça se tasse. Il y avait des billets d'avion que j'avais achetés quand Sophie avait oublié que c'était leur anniversaire. Des ordinateurs portables, des colonies de vacances, des uniformes scolaires, même le forfait photo professionnel pour l'annuaire de Lucas. J'avais tout payé sans demander, sans attendre rien de plus qu'un sourire. Et pourtant, les sourires aussi s'étaient raréfiés. J'ai ouvert la banque en ligne et j'ai commencé à fouiller dans les 8 dernières années. Les chiffres me parlaient comme jamais auparavant. Date, montant, description. C'était un musée de l'abus déguisé en aide. Il y avait des fois où j'avais transféré de l'argent à Lucas un vendredi soir et le lendemain, je le voyais s'éclipser. Avec des chaussures neuves sur Instagram. Il y avait les 200 € mensuels que j'avais envoyés pendant 5 ans pour couvrir des thérapies qui n'avaient jamais existé. Je me suis rendu compte que le schéma était plus clair que le papier des factures. Il donnait des excuses, je résolvais. Je résolvais, il se taisait. Et quand il ne se taisait pas, il mentait. Pas une fois. Pas par erreur, mais systématiquement. Un système que j'avais moi-même aidé à monter. C'est alors que j'ai vraiment compris. Je n'avais pas été seulement victime de leur désintérêt. J'avais été complice de ma propre exploitation. Parce que chaque fois que je mettais l'excuse à la place de la limite, je leur apprenais à me demander plus. Chaque fois que j'avais toléré la négligence avec un sourire,
Je leur confirmais que j'étais là pour donner. Toujours donner. Je n'avais pas mis de prix à mon temps ni à mon amour. Alors eux non plus ne l'avaient pas fait. Je me suis levée de la chaise, j'ai pris le miroir à main que ma mère utilisait, celui avec le manche en nacre, et je me suis regardée fixement. « Simone, me suis-je dit à voix basse, ceci n'est plus de la tristesse. C'est un réveil. Il ne s'agissait pas de me venger, ni qu'ils disent pardon. Pardon. Il s'agissait de récupérer quelque chose que je croyais perdu pour toujours. Ma valeur, parce qu'une chose est de donner par amour, une autre très différente de donner par peur d'être oubliée. Et moi, je n'avais plus peur. Hélène s'est présentée le lendemain matin sans prévenir, comme elle le faisait quand elle savait que quelque chose n'allait pas. Elle apportait une casserole de soupe d'orge avec des légumes, enveloppée dans un linge à carreaux qui sentait le laurier sec et la maison. « J'en ai en plus », a-t-elle dit, sachant parfaitement que je n'avais rien cuisiné depuis des jours. Elle m'a fait asseoir et a servi les assiettes comme si nous étions dans le bon vieux temps, quand nous nous alternions pour apporter des desserts à l'école ou garder les enfants de l'autre. Elle n'a pas demandé immédiatement. Elle m'a juste regardé avec ses yeux plissés, qui m'avaient déjà vu tomber plus d'une fois. Elle a attendu que je prenne la première gorgée. Alors elle a dit d'une voix tranquille, sans dramatisme. « Depuis quand tu ne pleures plus devant quelqu'un ?» Je n'ai pas pu l'éviter. La cuillère a tremblé entre mes doigts. La vapeur de la soupe se mélangeait avec le nœud que j'avais dans la gorge. Je lui ai tout raconté, Hélène. Les trois, Pierre, Sophie et Lucas parlant de moi comme si j'étais un distributeur automatique. En riant, elle n'a pas froncé les sourcils, elle ne s'est pas scandalisée. Elle a juste hoché la tête une fois, lentement, avec peine mais sans surprise. Mais ce n'est pas pareil de le savoir que de l'entendre. J'ai appuyé mes coudes sur la table et je me suis couverte le visage. J'ai senti ses doigts noueux sur mon poignet, son pouce frottant en petits cercles. Un geste simple. Une encre. Je pensais que c'était de l'amour, ai-je dit d'une voix râpeuse. Hélène a soupiré. Bien sûr que tu pensais ça, ma chérie. Parce que toi, tu sais aimer. Je lui ai tout raconté. Les prêts, l'ordinateur portable inventé, le gâteau de remise de diplôme, le dossier de papier, les 75 000. Tout. Hélène n'a pas interrompu. Elle m'a juste écoutée avec la patience de quelqu'un qui a vu son ami tendre l'autre joue pendant des décennies. Quand j'ai terminé, elle m'a passé une serviette et a dit « Simone, tu n'es pas folle ni tu exagères. Tu vois juste avec les yeux ouverts pour la première fois. Ces mots ont été un baume et une gifle en même temps, parce qu'elle avait raison. Je ne perdais pas ma famille, je perdais le fantasme d'en avoir jamais eu une vraie. » Cette nuit-là, je me suis couchée avec le téléphone éteint. Hélène m'avait laissé une lampe de poche près du lit, au cas où l'électricité sauterait, et un paquet de crackers salés au cas où tu te lèves avec des nausées de tant de vérité. Et pour la première fois, après plusieurs semaines, j'ai dormi sans sursaut, sans attendre un message, sans vérifier la boîte aux lettres, sans justifier personne. Parce que maintenant, je savais que je n'étais pas seule, seulement mal accompagnée. La première chose que j'ai faite a été de chercher le testament. Il était gardé dans le coffre-fort avec les photos de mon mariage, le diplôme de bibliothécaire et le bracelet d'hôpital que Lucas avait porté à sa naissance. Ce papier rédigé il y a plus d'une décennie disait encore que tout ce qui était à moi passerait à Pierre. Au cas où il m'arrive quelque chose, lui avais-je dit alors pour qu'il s'en charge. Mais maintenant, le voir là avec son nom écrit comme unique héritier m'a donné la nausée. S'en charger de quoi ? De continuer à m'encaisser jusqu'à la fin ? J'ai mis mes lunettes, sorti un stylo et marqué ce testament d'un seul mot en rouge. Nul. Le lendemain matin, je suis allée au cabinet d'avocat, où Michel et moi étions allés une fois pour rédiger une procuration. La secrétaire m'a saluée, avec ce sourire de « on ne vous a pas vu depuis des années ». Je lui ai dit que je voulais parler à quelqu'un d'un nouveau testament. Pas pour plus tard, ai-je précisé. Pour maintenant. On m'a assigné une avocate jeune, cheveux attachés, regard ferme. Je lui ai tout raconté sans pleurs, sans pause. Quand j'ai terminé, elle m'a demandé « Et vous avez pensé à qui laisser votre patrimoine ?»« Pas à mon fils », ai-je dit d'une voix qui m'a surprise par sa fermeté. Le stress a tué mon mari.
Mon petit-fils m'oublie, mais la bibliothèque à laquelle j'ai consacré ma vie a encore des fuites dans le toit. L'avocate m'a regardé en silence. Puis elle a souri. Alors nous allons créer quelque chose qui perdure. Ainsi est née la bourse Michel Dubois, un fonds pour des jeunes sans ressources, spécialement des femmes âgées qui veulent terminer leurs études. Mon nom ne figurerait pas dans les annonces, ce n'était pas nécessaire. Mais au fond de chaque lettre d'acceptation, une note dirait « Grâce à une femme qui croyait aux livres et aux secondes chances ». Et pour la première fois, mon argent ferait quelque chose sans que personne me mente pour l'obtenir. Ensuite, je suis allée à la banque. J'ai demandé de geler tout compte joint, d'annuler les cartes secondaires et d'ouvrir un nouveau compte seulement à mon nom dans une autre agence. Le directeur m'a regardé, sourcils levés. « Tout ça d'un coup, Madame Dubois ? Vous savez ce qui se passe ? » ?»« Oui, » lui ai-je dit en arrangeant mon sac. Je me suis habituée à donner des permissions sans savoir à qui. C'est fini. Je lui ai montré la liste des mouvements suspects, les virements, les dates. « Savez-vous ce que c'est ?» lui ai-je demandé. « Une femme qui se réveille. Cette nuit-là, j'ai écrit une lettre. Pas pour l'envoyer, pour la lire à voix haute, puis la brûler. Pierre, je ne suis plus la mère qui dit oui parce qu'elle a peur de rester seule. Tu m'as appris ma valeur en me la soldant. Sophie, tu n'as jamais été ma fille. Lucas, tu as été mon soleil, mais même le soleil peut devenir ombre si on ne le soigne pas. À partir de maintenant, la porte est fermée. Pas avec une clé. Avec de la dignité. Je l'ai brûlé dans l'évier de la cuisine. Les cendres sont parties dans l'évacuation avec les années de silence accumulées. Le plan était fait, et moi, enfin, aussi. Le téléphone a commencé à sonner 3 jours plus tard. D'abord, c'était Pierre. Le numéro n'apparaissait pas comme d'habitude. Il avait changé quelque chose. Peut-être un nouveau numéro ou un téléphone emprunté. Mais la voix était toujours la même. « Maman, tu vas bien ? J'ai reçu une alerte de la banque. Appelle-moi dès que tu peux. » Non, je n'ai pas répondu. Parce que les erreurs, je les avais commises, moi, pendant des années. Ensuite est venue Sophie. Un message vocal cette fois, entrecoupé. Voix pleurnicharde forcée. « Simone, on est désolé si quelque chose qu'on a dit a été mal interprété. Parfois, on dit des bêtises, tu sais, pour plaisanter. On t'aime beaucoup. Tu pourrais répondre, s'il te plaît ?» Je suis restée assise, faisant tourner l'alliance sur mon doigt. Je me suis souvenue quand elle disait que j'étais la meilleure belle-mère du monde. La même qui m'avait laissée au dernier rang de la remise de diplôme. Et puis Lucas, un simple texto. « Grand-mère, qu'est-ce qui se passe ? Papa et maman sont bizarres. Je veux juste savoir si tu vas bien. » C'est celui qui m'a fait mal parce que pendant un instant, il m'a tenté. Pendant 1 seconde, j'ai pensé répondre par un « je vais bien », mon cœur. Mais je ne l'ai pas fait. Parce que bien, c'était de ne pas répéter le cycle. Et Lucas n'était plus un enfant. Si son amour dépendait de l'argent que je lui donnais, alors ce n'était pas de l'amour. C'était de l'habitude, et les habitudes, comme les testaments, peuvent changer. Cette nuit-là, Hélène est venue avec une bouteille de cidre pour célébrer que tu ne leur aies pas donné le plaisir d'une explication, a-t-elle dit en trinquant avec un verre en plastique. Nous avons ri comme nous ne l'avions pas fait depuis des années. Nous nous sommes servis de la soupe chaude et avons joué au Scrabble jusqu'à minuit. Quand Hélène est partie, je suis restée à regarder la porte fermée et je n'ai pas senti de solitude. J'ai senti la paix. Le 4e jour a été différent. La sonnette a retenti fort, 2 fois, puis une voix que je connaissais bien. « Maman, je sais que tu es là. Je veux juste parler. » C'était Pierre, je l'ai vu par le Judas. Il avait les cheveux ébouriffés, comme quand il était enfant, et courait dans la maison après une sieste. Je n'ai pas ouvert. Je ne lui ai pas parlé. Je me suis juste appuyée contre la porte, le dos droit, et je l'ai écouté dire d'un ton tendu. « Je sais que tu as fait quelque chose avec le testament et le truc de la bourse. Vraiment, maman, tu vas tout donner à des étrangers ?» C'est ce qu'il a choisi de me dire.
Pas tu me manques, pas je t'ai déçu, juste ça. Étranger. Ils ne savaient pas que ces jeunes seraient plus à moi qu'ils ne l'avaient jamais été, parce que eux ne m'avaient jamais rien demandé, et j'avais décidé de tout leur donner. Le 5e jour, tout a été silence. Et j'ai su qu'enfin ils m'avaient lâché. Ou peut-être que c'est moi qui les avais lâchés en premier. 3 mois ont passé. 3 mois sans appel, sans message, sans il faut qu'on parle. Le vide a été assourdissant au début, puis il est devenu une musique douce. Je me suis consacrée à des choses que je remettais toujours à quand j'aurais le temps. J'ai peint la grille du jardin, changé les rideaux de la chambre d'amis, appris à faire du pain sans machine. Et chaque soir, j'écrivais dans mon journal une phrase. Aujourd'hui non plus, je ne regrette rien. Mais alors, un samedi matin, je l'ai vue. Une voiture garée devant chez moi. La même couleur, les mêmes plaques, et puis le coup doux de jointure sur ma porte. Il m'a fallu une seconde pour respirer, une autre pour lisser ma blouse. J'ai ouvert. Il était là. Pierre. Plus maigre, cerné, les épaules tombantes, mais les yeux encore avec cette lueur d'orgueil blessé. Maman. Mon nom dans sa voix ne me semblait plus familier. Nous sommes restés là, l'un face à l'autre, avec le seuil entre nous. Je ne suis pas venu me disputer, a-t-il dit. Juste comprendre. Je n'ai rien dit. J'ai attendu. Il a baissé les yeux, mal à l'aise. Tu nous as vraiment coupé comme ça, ta famille ? J'ai levé les yeux directement. Vous m'avez coupé quand vous avez décidé que je ne valais que parce que je donnais. C'était une erreur, a-t-il dit rapidement. Une mauvaise blague. On ne savait pas que tu étais en ligne. Ah bien sûr, je me suis croisé les bras. Si vous ne m'aviez pas entendu, tout continuerait pareil ? Il m'a regardé, les ailes, a avalé sa salive. Je veux juste que ça redevienne comme avant. J'ai incliné la tête doucement. Avant que tu m'appelles distributeur automatique ? Avant les mensonges, les tromperies, les rires dans mon dos ? Pierre a levé les mains, frustré. Tu es ma mère, tu dois comprendre qu'on était stressés, et toi tu dois comprendre, lui ai-je dit avec un calme glacial, que je ne suis pas à vendre. Silence. Il a respiré profondément comme s'il espérait encore que je l'embrasse, que je le pardonne, que je lui offre de la soupe chaude et un chèque. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai appris quelque chose, Pierre. Parfois il faut fermer la porte pour arrêter de saigner. Il a mis une main sur le chambranle comme pour m'arrêter. Maman, je t'ai appris ce qu'était l'amour, lui ai-je dit. Et tu m'as appris combien je valais pour toi. Sans cris, sans larmes. Juste un clic doux, définitif. Je me suis appuyée contre le bois et j'ai exhalé. Ce n'était pas de la joie. Ce n'était pas du triomphe. C'était de la dignité. Et ça, ma chère, n'a pas de prix.